Alors le dropshipping, il a complètement changé de visage. Vraiment. Il faut oublier tout ce qu'on pense à savoir. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la nouvelle stratégie, la seule qui marche, pour monter une boîte solide et rentable à l'horizon 2026. Ok, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil aux nouvelles règles du jeu, parce que les anciennes, franchement, elles sont dépassées. Après ça, on verra où aller chercher les produits qui cartonnent vraiment. Ensuite, comment on met en place une machine marketing qui tourne toute seule. Et pour finir, le plus important, comment on transforme cette idée en une vraie entreprise qui dure. Allez, on y va. Bon, première section. Et on va commencer par un constat un peu brutal, mais nécessaire. Ce qui marchait avant en dropshipping, eh bien aujourd'hui, c'est la recette parfaite pour se planter. Le marché a évolué, les clients sont devenus bien plus malins, plus exigeants. Alors qu'est-ce qui a changé exactement ? Voilà, c'est dit. C'est la vérité qu'il faut absolument intégrer. Le dropshipping de masse, c'est fini. Terminé. L'époque où on pouvait balancer des centaines de gadgets un peu au pif en croisant les doigts, c'est de l'histoire ancienne. Alors, la question c'est, on fait comment maintenant ? Et ce tableau, il résume parfaitement le truc. D'un côté, la méthode de 2020. On prend un gadget sur AliExpress, on arrose de pubs et on prie pour un miracle. C'est un peu la loterie. De l'autre côté, la méthode 2026. On identifie une niche, un groupe de gens, on pige leurs problèmes et on bâtit une marque qui leur apporte la solution. La différence, elle n'est pas juste grande, elle est fondamentale. C'est ça, l'approche Brain First. Le vrai changement de paradigme, il est là. Le produit, ce n'est plus le point de départ, c'est la conséquence. On ne se demande plus, tiens, quel produit je pourrais bien vendre ? Non. La vraie question, c'est quel problème je peux résoudre et pour qui ? La marque, la confiance, tout part de là, maintenant. Et pour que ce soit bien concret, regardons cet exemple, une boutique de vélos électriques qui fait des millions. Le gars qui a lancé ça, il n'a pas commencé par se dire « je vais vendre des vélos ». Non, il a repéré une niche hyper spécifique, les chasseurs. Il a creusé leurs problèmes, ils avaient besoin d'un moyen de transport super silencieux, robuste, avec une batterie qui tient la route. Et c'est seulement après qu'il a cherché le produit qui coche toutes ces cases. Il a ensuite bâti toute sa marque, e-Bike Generation, autour de cette solution. Et le truc de dingue dans tout ça, c'est qu'il n'était même jamais monté sur un vélo électrique de sa vie. Bon, ok, la stratégie Brain First, c'est compris. C'est logique. Mais la question qui vient tout de suite après, c'est concrètement, une fois qu'on a identifié la niche et le problème, où est-ce qu'on le trouve, ce fameux produit parfait ? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette partie. Alors, où est-ce qu'elles se cachent, ces pépites ? Une chose est sûre, pas dans les listes des meilleures ventes d'AliExpress. Ça, c'est le cimetière des tendances qui sont déjà mortes et enterrées. Non, les vraies opportunités, elles sont ailleurs. Elles sont là où les gens discutent, là où les besoins naissent en direct. Et cet endroit, aujourd'hui, c'est TikTok. C'est ça l'indicateur principal. Et attention, on ne parle pas de TikTok pour y faire de la pub. Non, non. Il faut voir TikTok comme un gigantesque laboratoire de recherche. C'est là qu'on peut voir en temps réel ce que les gens adorent, ce qu'ils détestent, et surtout les problèmes pour lesquels ils cherchent une solution. Alors, comment on s'y prend ? C'est simple. On cherche des mots-clés comme Amazon Finds ou le fameux TikTok Made Me Buy It. Il faut savoir que plus de la moitié des utilisateurs voient TikTok comme un moteur de recherche. Mais l'important, ce n'est pas de regarder les pubs, c'est de plonger dans les commentaires, de regarder les vidéos des vrais gens. C'est dans leurs réactions, leur « Waouh, ça a changé ma vie » ou « Enfin un truc qui marche » que se trouvent les vrais filons. Mais attention, une fois qu'on a repéré une tendance sur TikTok, on ne fonce pas à tête baissée. Il faut absolument valider tout ça avec des données, des vrais chiffres, avant de sortir le moindre centime. L'intuition, c'est une chose, la data, c'en est une autre. Et les deux doivent aller dans le même sens. C'est là que des outils comme Minea, Niche Scraper ou Dropispy entrent en jeu. Ils sont conçus pour ça. Ils permettent de passer l'idée au scanner. Est-ce que ce produit est déjà vendu par des dizaines de concurrents ? Y a-t-il un vrai engagement autour ? Dans quel pays ça marche le mieux ? Ces outils ne vous disent pas juste si un produit se vend, ils vous donnent une photo complète du marché. C'est une étape de validation absolument indispensable. Ok, récapitulons. On a la bonne stratégie, on a un produit validé par la data. C'est super. Mais maintenant, arrive le nerf de la guerre. Comment on fait venir les clients et surtout, comment on les convainc d'acheter ? C'est là qu'on doit construire un vrai moteur marketing. Alors, où est-ce qu'on met son argent ? On entend parler de TikTok, de Pinterest, de Snapchat, mais regardons les chiffres, les vrais. Les données de Shopify pour 2025 sont claires. 80% du budget pub des dropshippers part encore chez Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Et pourquoi donc ? Tout simplement parce que malgré tout le bruit ambiant, ça reste une machine à convertir absolument redoutable. Par contre, il ne faut surtout pas faire du copier-coller. Chaque plateforme a sa propre psychologie, son propre état d'esprit. Sur TikTok, les gens sont en mode découverte. Ils veulent de l'authenticité, du contenu humain, ce qu'on appelle l'UGC. Sur Google, c'est complètement différent.
Là, la personne est en recherche active. Elle veut une information précise, un produit spécifique. Si on ne s'adapte pas à ça, c'est l'échec assuré. Une pub qui explose sur TikTok peut faire un flop total sur Google et inversement. Du coup, une bonne stratégie de contenu, ça repose sur quoi? On peut dire qu'il y a 3 grands piliers. Le premier, c'est de prioriser le contenu généré par les utilisateurs, l'UGC. C'est la meilleure preuve sociale qui soit. Deuxième pilier, bosser avec des influenceurs. Mais attention, les bons, ceux qui parlent vraiment à notre niche avec leur propre voix. Et enfin, le troisième pilier, c'est le marketing organique. Ça veut dire créer du contenu de fond, comme des articles de blog, qui répondent à de vraies questions pour attirer des gens intéressés sur le long terme. Et on arrive à la dernière partie. C'est peut-être la plus importante, celle qui sépare un petit projet qui va durer 6 mois d'une véritable entreprise. C'est l'étape où on transforme une simple boutique en un actif solide, quelque chose qui a de la valeur et qu'on pourrait même revendre un jour. Pour ça, il faut bâtir la confiance. Et la confiance, ça passe par des choses qui peuvent sembler être des détails, mais qui sont en fait cruciales. Une adresse email pro, pas un Gmail. Des politiques de livraison et de retour hyper claires. Des badges qui montrent que le paiement est sécurisé. En 2026, le consommateur n'est plus naïf. Il repère une boutique amateur en 3 secondes chrono et il s'en va. Il faut donc être irréprochable sur ses bases. Et puis, il y a l'actif ultime, la marque. Parce qu'il faut être lucide, un produit, ça se copie. N'importe qui peut trouver le même fournisseur en quelques jours. Par contre, une marque forte, avec son nom, son histoire, sa communauté, ça, c'est quasiment impossible à copier. C'est ça le vrai rempart contre la concurrence. Et protéger sa marque, ça peut faire peur, on peut s'imaginer des démarches hyper complexes, mais en réalité, en France par exemple, le processus via l'INPI est devenu très accessible. Tout se fait en ligne, on choisit son nom, les catégories de produits, et on dépose le dossier. L'INPI examine tout ça, et si tout est OK, en 5 mois environ, c'est réglé. Une simple idée devient un actif légalement protégé. Personne ne peut plus vous le prendre. Et combien ça coûte de s'offrir cette sécurité? Eh bien, le ticket d'entrée est à 190 € pour protéger sa marque dans 3 catégories. Quand on y pense, c'est un investissement dérisoire par rapport à la valeur que ça crée. C'est ce qui transforme une simple boutique en une véritable forteresse. Voilà, la feuille de route pour 2026, elle est là, elle est claire. Au final, ce qui fait la différence entre une bonne idée qui reste dans un coin de la tête et une entreprise qui se lance et qui réussit, eh bien ça tient en un seul mot, l'action. Alors la seule question qui reste maintenant, c'est par quoi on commence ?